Marie sont du silence. Vous hésitez? Vous avez raison. Donc bonsoir à tous. Il est 19h, on va commencer le conseil municipal. Avant de procéder à l'appel, vous avez dû noter sur vos tables non pas des délibérations, mais deux cadeaux, faites ça comme vous voulez. Tout d'abord, un pins, c'est une demande de M. Massé, qui n'est pas aujourd'hui, mais comme il y a eu de nouveaux conseillers municipaux qui sont arrivés, comme ça on en a mis à chacun, parce que c'est aussi des choses qui se perdent assez facilement. Donc voilà, chacun en a eu un nouveau, et ainsi également une planche de timbre. Ce sont les timbres qui ont été réalisés avec les photos qui représentent, au sens de l'équipe de communication, le plus la ville de Marc. Un timbre pour le Fort Vert, un timbre pour l'IM, un timbre représentant la mairie et un timbre représentant le canal de Marc. C'est une planche que nous avions tirée pour les nouveaux habitants et qu'on continuera à distribuer aux nouveaux habitants. Mais ça peut être intéressant que vous en ayez également un exemplaire pour ceux qui collectionnent. Et voilà, c'est quand même plutôt un bel objet qui est sympathique et surtout à l'effigie de la commune. Voilà. Alors, il convient de désigner le secrétaire de séance. Je propose de désigner Quentin Guillaume, tout seul dans son coin au fond. Quentin, il y a des personnes qui s'opposent à ce que Quentin soit secrétaire de séance. Bon, tout le monde. Allez, Quentin, tu peux faire l'appel. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom, Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame de Seigne Véronique. Présent. Monsieur Bius Régis. Présent. Madame Wacheux Annette. Présent. Madame Jean-Pi Isabelle. Présent. Monsieur Coupé Olivier. Présent. Madame Mercier Sabrina. Présent. Monsieur Lamblin Richard, excusez, donne pouvoir à Monsieur le maire. Monsieur Legros Marc. Présent. Madame Noël Corinne, excusez, donne pouvoir à Madame de Seigne Véronique. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Monsieur Pile Robert, excusez, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre Raymond. Madame Loucher Laurence. Présent. Madame Manier-René, excusez, donne pouvoir à Madame Jean-Pi Isabelle. Madame Fleur Caroline, excusez, donne pouvoir à Madame Mercier Sabrina. Monsieur Courtois Thierry. Présent. Madame Gessler Maryse. Présent. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Madame Gattel-René, excusez, donne pouvoir à Madame Loucher Laurence. Monsieur Guillaume Quentin, présent. Madame Fiollet Evelyne. Présent. Madame Fournier Annick. Présent. Monsieur Massé Christian, excusez, donne pouvoir à Madame Delcroix Nathalie. Madame Delcroix Nathalie. Présent. Monsieur Émile Bernard, excusez, donne pouvoir à Madame Fournier Annick. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Branly Sandrine. Présent. Et Madame Carbonnier Thérèse. Présent. Merci Quentin. Le quorum est donc atteint. Nous pouvons commencer nos délibérations. Alors, l'ordre du jour qui vous a été envoyé avec vos convocations appelle comme premier point l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal du mardi 22 mars 2016. Et dessus des questions ou des remarques sur ce procès-verbal. C'est bon pour tout le monde. On le met donc aux voix. Il y a des personnes qui votent contre, des personnes qui s'abstiennent. Unanimité, je vous remercie. Le deuxième point, on arrive dans l'administration générale. Le point 2.1 est le sujet de la commission d'appel d'offres et la commission d'ouverture des plis et la modification avec l'ajout d'un suppléant. Lors du conseil municipal du 16 avril 2014, la commission d'appel d'offres avait été constituée compte tenu des démissions de messieurs Deldrev et Dune, alors qu'ils étaient de conseillers municipaux. Il y a lieu de pourvoir au remplacement par la désignation d'un nouvel élu titulaire et d'un nouvel élu suppléant en sein de commission. Par délibération du 12 janvier 2016, le conseil municipal a désigné Mme Delcroix comme titulaire. Comme nous l'a rappelé la préfecture du Pas-de-Calais par courrier du 17 mai, la place de suppléant reste à pourvoir. Madame Fournier a été désignée comme suppléante de la commission pour le groupe Continuons Ensemble et conformément à l'article L 2121.22 du Code général des collectivités territoriales, je propose d'acter cette décision. Et la commission d'appel d'offres se composerait alors comme suit, avec comme titulaire M. Lefebvre, M. Pile, M. Martin, M. Coupé, Mme Delcroix, et comme suppléant M. Bius, M. Lamblin, M. Langlin,
Madame Mercier et donc Madame Fournier, si vous acceptez cette délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? J'en vois pas, on met au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le deuxième point d'administration générale concernait le projet d'extension de périmètre de la communauté d'agglomération du Calaisis et l'avis du conseil municipal qui est demandé. Madame la préfète du Pas-de-Calais nous a adressé par courrier en date du 17 mai 2016 son arrêté portant projet d'extension de périmètre de la communauté d'agglomération du Calaisis aux communes de Les Attaques, Frétin, Amboucre et Niel-les-Calais. Ainsi, par délibération en date du 16 décembre 2015, nous émettions à l'unanimité des membres du conseil municipal un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Pas-de-Calais proposant cette extension. Au contraire, il était proposé... Qui c'est qui sonne comme ça? Au contraire, il a été proposé de demander à Madame la préfète de fusionner la totalité de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis avec Cap-Calaisis et d'amender en ce sens le schéma départemental de coopération intercommunale. En effet, plusieurs arguments militent en faveur de cette fusion. La finalité de l'intercommunalité étant la mise en œuvre d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement du territoire. Cet espace doit donc présenter une taille critique adaptée aux enjeux de son projet de territoire et avec un total de 102 952 habitants, le poids de l'agglomération serait renforcé en termes de communes présentes dans l'EPCI, mais également en termes démographiques, et ce à l'image de nos EPCI voisins, à Boulogne, à Dunkerque ou à Saint-Omer. Il nous permettrait donc de passer sereinement la barre des 100 000 habitants. En outre, la seule continuité territoriale entre la communauté de communes des trois pays et les 5 communes de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis se fait entre Pian-les-Guines et Caffier, et ce, uniquement par une bande de quelques mètres. Le cap Blanc-Nez, situé sur les communes d'Éca et de Sangatte, constitue également une continuité territoriale géographique que l'on ne peut nier. Par ailleurs, en termes hydrauliques et en matière de lutte contre les inondations, la solidarité entre les deux territoires est totale. Liée à la rivière Neuf, qui constitue l'exutoire majeur de toutes les eaux du bassin versant et qui se jette à Calais, dans le bassin des Chasses. De plus, toutes les communes de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis font partie de l'aire urbaine de Calais, ainsi que la zone d'emploi du Calaisis, d'où une cohérence à les intégrer à la communauté d'agglomération du Calaisis. En effet, les actifs habitants à la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis travaillent très majoritairement dans la communauté d'agglomération du Calaisis. De même, les ménages de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis se tournent en majorité vers Cap-Calaisis pour les commerces, les soins, médecins spécialistes, loisirs et l'éducation. Ainsi, la carte scolaire pour les collèges de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis est majoritairement orientée vers les communes de Cap-Calaisis. Le rattachement de toutes les communes de la CCS-OC à Cap-Calaisis inclurait également, bien évidemment, le développement d'un réseau de transport en commun cohérent sur l'ensemble de ces 9 communes. La prise en compte du SCOT est également un objectif imposé par la loi pour l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale. Il est patent que le découpage proposé n'est pas cohérent avec les axes définis par le SCOT qui couvre l'ensemble des communautés de communes, sud-ouest du Calaisis, région Rodrigue, 3 pays, et donc agglomération du Calaisis. Cap-Calaisis et la CCS-OC sont plus proches financièrement l'une de l'autre que ne le sont la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis avec la communauté de communes des 3 pays. La fusion totale des 2 EPCI concourrait à un rééquilibrage des indicateurs socio-économiques du territoire à l'échelle du bassin de vie et surtout de l'aire urbaine. Il est donc demandé au conseil municipal de Marcq d'émettre un avis sur l'arrêté pris par la préfète et que vous avez en annexe de votre délibération. Et je vous soumets donc la délibération et ouvre la discussion. Madame Bertrand. Monsieur le maire, vous nous présentez l'amendement de Natacha Bouchard à la commission départementale de la coopération intercommunale qui a été rejeté. Les communes concernées ont déjà voté pour rejoindre Cap-Calaisis ou les 3 pays. Donc nous devons respecter leur choix, c'est la démocratie. C'est pour ça que le groupe Continuons ensemble, nous voterons contre votre délibération. Alors, moi, je vous réponds juste, je ne fais que présenter ce que demande la préfète, c'est-à-dire présenter le schéma et nous donner un avis sur le schéma.
Donc vous changez votre vote par rapport à la fois dernière, si j'ai bien compris. Oui. Merci. Monsieur Boucher. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je suis surpris de voir réapparaître cette délibération ce soir, inscrite à l'ordre du jour de nos débats, alors que la réunion du conseil municipal du 10 novembre 2015, nous avions émis un avis défavorable, à l'unanimité, au projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Pas-de-Calais, préconisé par Madame la préfète et qui portait sur un projet d'extension de périmètre de la communauté d'agglomération du Calaisis aux communes de Les Attaques, Frétin, Imboucre et Niel-les-Calais. Ce soir, à nouveau, il faut se prononcer cette fois-ci sur l'arrêté pris par Madame la préfète, dont le contenu est strictement identique au projet. J'ai l'impression qu'on remet de l'huile sur le feu. Nous tournons en rond. Nous avons longuement débattu en séance plénière en conseil municipal de ce projet et aussi à maintes reprises lors des réunions du conseil communautaire. Pour être cohérent avec mes décisions, je vais à nouveau émettre un avis défavorable à cet arrêté au projet d'extension de périmètre tel qu'il définit, pour plusieurs raisons. Pour des enjeux économiques très importants, à mes yeux, évoqués et repris dans votre délibération, des enjeux également financiers, qui permettraient de réaliser des économies en mutualisant les moyens. Mais je ne suis pas dupe. Il y a sûrement des enjeux politiques pour certains élus qui verraient leur notoriété renforcée sur la scène politique en percevant des indemnités supplémentaires dues au franchissement de la barrière fatidique des 100 000 habitants. Ces enjeux-là ne m'intéressent pas. Je ne vois que l'intérêt de la population des habitants du Calaisis. Enfin, les communes de Les Attaques, Frétin, Imboucre et Niel-les-Calais intégreront au 1er janvier 2017 la communauté d'agglomération de Cap-Calaisis, Terre d'Opale. Il y aura probablement un temps d'adaptation. Les autres communes qui n'ont pas souhaité rejoindre Cap-Calaisis, nous devons respecter leur choix. Elles ont eu toute légitimité dans leur décision. Elles ont peut-être eu besoin de plus de temps pour adhérer au projet de fusion, de mesurer les enjeux économiques et probablement ont éprouvé certaines réticences parce que Cap-Calaisis n'avait pas une bonne image en matière de gestion du personnel et en matière de gestion financière. Mais, donnons du temps au temps, nul doute que dans un avenir proche, nous aurons une grande agglomération de tout le Calaisis Terre d'Opale dans l'intérêt de tous ses habitants. Merci Monsieur Boucher. Et d'autres interventions? C'est bon pour tout le monde. Je coupe le micro, Monsieur Boucher. Tac. Voilà. Alors, très clairement, je pense que vous avez dit pas mal de choses intéressantes. Et ma position, qui est celle de l'ensemble des maires de Cap-Calaisis, celle de l'agglomération, vous l'avez répété, quelle que soit la couleur politique du maire d'ailleurs, c'est d'expliquer que très clairement on perd du temps. On avait une occasion unique de créer une intercommunalité plus grande, vous l'avez dit, qui est cohérente avec le bassin de vie. C'est l'objectif de la loi NOTRe, une loi qui a été votée par le Parlement. Et donc l'objectif, c'est pas évidemment d'aller contre la volonté des communes qui sont exprimées contre le rattachement à Calaisis, c'est parfaitement leur droit et c'est justement, je vais dans le sens, monsieur, c'est parfaitement leur droit, et loin de nous l'idée de dire qu'elles ont eu tort. Elles ont sûrement leur raison, et c'est une différence d'appréciation. Maintenant, en effet, on recule pour le sauter, c'est-à-dire qu'on va avoir des dépenses lourdes pour intégrer des nouvelles communes, des nouvelles compétences, puisqu'en plus, on fait une extension de périmètre et non pas une fusion, ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe à mettre en musique. Cette distinction est très importante, beaucoup plus complexe à mettre en musique, pour une extension d'agglomération qui de toute façon se fera dans un horizon 5, 10, 15 ou 20 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'on perd du temps, en espérant que d'ici là, le temps perdu
à rééquilibrer, à réajuster les différents indicateurs ne nous empêche pas de continuer à développer l'agglomération de Cap-Calaisis ou de son futur nom avec les 4 communes qui vont nous rejoindre. Et en tout cas, je souhaite de tous mes voeux que nous puissions un jour avoir une intercommunalité digne des autres intercommunalités du territoire du littoral du Pas-de-Calais. Et c'est là la destinée du Calaisis. Voilà. Donc le groupe majoritaire maintiendra sa décision et votera donc pour cette délibération, c'est-à-dire contre le projet d'arrêté de la préfète, voire même l'arrêté de la préfète. Voilà. On va donc passer au vote, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Alors, donc, attention, on vote sur la délibération, hein, donc, ce qui veut donc dire que le contre, ça veut dire pour l'arrêté de la préfète, et le contre, vous comprenez le contre de la délibération. Enfin, bref. Alors, qui vote contre la délibération? Normalement, c'est vous qui levez la main. Qui s'abstient? Personne. Et donc le reste, donc le groupe majoritaire et le groupe de M. Bouchel votent pour la délibération. Elle est donc adoptée, je vous remercie. C'est toujours un peu compliqué, les pour et contre. Ça, au moins c'est clair. Le troisième point est donc un projet qui concerne les finances, 3.1, qui concerne une demande de subvention à la CAF pour l'extension de l'école des hautes communes, afin d'améliorer l'accueil d'élèves en restauration collective lors des fortes affluences, de disposer davantage d'espace pour l'accueil des activités périscolaires dans l'école et de permettre l'accueil de centres de loisirs hors période scolaire, il a été décidé de réaliser une extension à l'école des hautes communes par l'acquisition d'un bâtiment modulaire. Dans le cadre de ces aides financières collectives, la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais propose à ses partenaires, dans la limite de l'enveloppe annuelle disponible, des aides à l'investissement pour les travaux de construction, extension et maîtrise d'ouvrage liés aux activités jeunesse. Les aides peuvent s'élever à 30% des dépenses. Le montant de dépenses est de 80 685 € hors taxe pour le bâtiment et de 5 216,71 € hors taxe pour le lave-vaisselle. L'acquisition du mobilier destiné spécifiquement à ce local sera également subventionnée dans ce cadre. Et je vous propose de m'autoriser à solliciter auprès de la CAF du Pas-de-Calais des subventions d'investissement concernant la construction de l'extension de l'école des hautes communes et l'acquisition de son mobilier, et donc à en signer les conventions afférentes. Est-il des prises de parole sur ce sujet? Madame Bourligny. Appuyez sur le... Vous allez le mettre où, l'extension? Alors, l'extension se met au niveau de la cantine. Sur une petite bande emmerdée au fond entre le mur d'enceinte et la cantine. C'est là où se trouvera le porte-à-cabine, parce que c'est le porte-à-cabine qui a été choisi. Il y aura communication entre la cantine actuellement, l'infectoire et le bâtiment. Oui, communication. Ce qui permettra de faire souffler aussi les dames de service demandées. Pas d'autres interventions? On met donc au vote. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Unanimité. Je vous remercie. Un nouveau point, également une demande de subvention à la CAF, la réalisation d'une aire de jeu au fort vert pour les enfants. Alors, du fait de l'augmentation du nombre de résidences dans le hameau et du peu d'équipements disponibles pour les enfants, il y a lieu de doter le fort vert d'une aire de jeu multigénérationnelle composée d'une structure principale et de 2 structures satellites, ainsi que d'un terrain de pétanque et de tables de pique-nique. Cette aire de jeu clôturée sera située derrière l'ancienne école, qui est l'actuel local associatif, et sera utilisée, outre par les familles riveraines, lors des activités périscolaires et des centres de loisirs. Dans le cadre de ces aides financières collectives, la CAF du Pas-de-Calais propose à ses partenaires, dans la limite de son enveloppe annuelle disponible, des aides à l'investissement pour les travaux de construction, extension et maîtrise d'ouvrage liés aux activités jeunesse. Les aides peuvent s'élever à 30% des dépenses. Le montant des dépenses est estimé à 24 741 € hors taxe et 28 centimes. Enfin, estimé, bien estimé quand même. Je vous propose donc de m'autoriser à solliciter auprès de la CAF du Pas-de-Calais les subventions d'investissement concernant la construction de l'aire de jeu au fort vert et à signer les conventions afférentes. Questions ou remarques sur ce point? C'est bon pour tout le monde, on le voit, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. 3.3.
la lutte contre les rats musqués et l'intervention de la commune. La prolifération du rat musqué sur la commune constitue un véritable fléau. Le rat musqué est responsable de nombreux dégâts sur les cours d'eau et les cultures. Il présente également un danger pour la santé publique, car ce rongeur est porteur de nombreux parasites, vecteurs de maladies. La présence du rongeur et les dégâts qu'ils occasionnent nous sont signalés sur l'ensemble du territoire communal. Sur sa partie rurale, bien évidemment, mais également, et c'est une nouveauté, en zone urbaine. Ainsi, par exemple, dans le quartier des Dryades, à proximité de l'étang le long des fossés traversant ce quartier, où nous venons de capturer 3 rats ce week-end. Il est donc désormais plus qu'urgent d'agir pour lutter contre ce fléau. Si nous sensibilisons les structures intercommunales afin de faire reconnaître cette prolifération et de trouver une réponse collective à ce problème qui bien évidemment dépasse les limites même de la commune, nous ne pouvons attendre plus longtemps. Aussi, et dans l'attente qu'un plan d'action soit défini au niveau supracommunal, il est proposé que la commune intervienne en ce domaine en prenant cette compétence et en mettant en œuvre un service dédié à la lutte contre la prolifération des rats musqués. En s'inspirant de ce qui est mis en place sur d'autres territoires confrontés aux difficultés identiques, notre intervention s'appuierait sur un réseau communal de piégeurs bénévoles agréés et consisterait en plusieurs points. La prise en charge de la formation des nouveaux piégeurs sur la commune auprès d'un organisme agréé. L'achat et la fourniture aux piégeurs des pièges, cages, gants nécessaires à la capture des nuisibles. La prise également en charge des frais liés à la vaccination du piégeur. Et enfin, le versement aux piégeurs d'une prime à la queue de rat musqué à hauteur d'1,50 €. Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget communal. Je vous propose donc de prendre, dans l'attente d'avoir défini un service au niveau supracommunal, la compétence dans la lutte contre la prolifération des rats musqués et de prendre en charge les dépenses liées à la réalisation de cette action. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Je n'en vois pas. On met donc aux voix. Et les personnes qui votent contre? Personne qui s'abstient? Personne. Unanimité. Je vous remercie. Point numéro 3 et le 4e de ce chapitre, les accueils périscolaires et la fixation d'un tarif social. La Caisse d'allocation familiale demande à ses partenaires de moduler les tarifs des accueils périscolaires matin et soir, ceci afin de continuer à percevoir certaines prestations de services. Je vous propose donc de fixer un tarif dit social à 1,50 € pour les usagers des aides au temps libre, quotient familial inférieur à 617 pour les connaisseurs, et de maintenir pour les non-bénéficiaires le tarif en vigueur fixé depuis septembre 2011, qui s'élève à 1,60 €. Alors pour votre parfaite information, nous avons en 2016 42 familles, soit 87 enfants, qui sont connus du service jeunesse et qui sont bénéficiaires des aides au temps libre, et dont environ 25% fréquentent les garderies, sur un total de 450 enfants au total fréquentant nos garderies à Marc. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point, Madame Delcroix? Monsieur le maire, au vu des aides de la CAF, vous auriez pu faire encore un plus gros effort que de 10 centimes, de baisser à 10 centimes. Madame Gessel? Ce sont les tarifs préconisés par la Caisse d'allocation familiale. Oui, elles sont préconisées, mais vous pouvez, Non, si vous pas, souhaitez, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un 1,50 €. Si c'est la CAF qui nous impose le tarif de 1,50 €. Et c'est elle qui nous impose de faire un tarif différencié. Oui, oui, ça j'ai bien compris, oui, Donc on se met en règle. bien sûr. Voilà. Voilà, c'est bon, sûr. Exactement. D'autres questions ou remarques? C'est bon pour tout le monde. On met aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. 5e point du 3e chapitre, la taxe d'aménagement et la création d'une exonération de cette taxe d'aménagement pour les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m². La taxe d'aménagement s'applique aux opérations d'aménagement et aux opérations de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation, ce que vous connaissez, déclaration préalable, permis de construire, etc. Les bénéficiaires de cette taxe sont la commune ou son EPCI et les départements. Le produit de cette taxe, instauré pour contribuer au financement des équipements publics, constituera une recette d'investissement au budget communal.
Cependant, l'article L331-9 du Code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les organes délibérants des collectivités bénéficiaires de cette taxe d'exonérer de taxes d'aménagement ou tout ou partie les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. Il nous paraît essentiel de soutenir le commerce de proximité, de favoriser son développement, mais aussi de permettre son maintien. En effet, le commerce de proximité joue un rôle indéniable dans la vie de la cité, favorisant l'attractivité, permettant de sauvegarder et de diversifier les emplois. L'exonération de la taxe d'aménagement pour les commerces de détail permettront de soutenir et de favoriser l'implantation de nouveaux commerces, de maintenir les commerces existants souvent obligés aujourd'hui d'engager d'importants travaux de mise aux normes de leurs locaux et installations, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à leurs magasins. Et aussi, je vous propose d'accorder l'exonération totale de la part communale de la taxe d'aménagement aux commerces de détail de moins de 400 mètres carrés. Est-il des questions ou des remarques sur ce point? Je n'en vois pas, on va donc le mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au 4e chapitre de ce conseil municipal, l'enfance. La première délibération concerne le multi-accueil, son organisation et son fonctionnement. Suite au diagnostic Petite Enfance de décembre 2014, plusieurs besoins ont été repérés et qui ont amené à la décision d'augmenter le nombre de places d'accueil au multi-accueil ainsi que d'étendre le temps d'ouverture journalier afin de satisfaire le plus grand nombre d'habitants de la commune. Des travaux ont été réalisés, le mobilier ainsi que le personnel nécessaire ont été recrutés afin de permettre au 1er septembre 2016 l'ouverture de 10 places supplémentaires au multi-accueil existant, qui passerait donc de 25 à 35 places, ainsi que d'étendre les horaires d'ouverture du lundi au vendredi, de 7h à 19h, les horaires étant à ce jour 7h30, 18h. Donc on gagne 1h30 d'ouverture par jour. Le multi-accueil propose 2 types d'accueil aux enfants âgés de 3 mois à 4 ans, c'est-à-dire soit un accueil régulier sous forme de contrat, soit un accueil occasionnel. Les tarifs sont fixés en partenariat avec la CAF et n'ont pas lieu d'être modifiés. Les tarifs horaires sont calculés en fonction des ressources et du nombre d'enfants, à charge pour chaque famille, avec une majoration de 10% pour les enfants extérieurs à la commune. Et vous avez reçu, avec le projet de délibération, le barème 2016, prenant en compte la composition de chaque famille et ses ressources, ainsi que le projet de règlement de fonctionnement, qui doit être adapté du fait de l'extension du nombre de places et du changement horaire. Je vous demande donc de m'autoriser à créer 10 places supplémentaires au multi-accueil à compter du 1er septembre 2016, d'étendre les horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h et d'adopter le règlement de fonctionnement qui en découle. Est-il des questions ou des remarques? Madame Détroit. Oui, monsieur le maire, ouvrir un service municipal supplémentaire est toujours une bonne chose pour les Marquois. Par contre, avez-vous mesuré l'impact sur les assistantes maternelles présentes sur la commune et qui s'inquiètent fortement de leur avenir? Alors, sur ce sujet, c'est issu du diagnostic Petite Enfance qui a été effectué à la toute fin de l'année 2014. On a récupéré les résultats de 2015 et qui nous montre qu'on a une partie de la population qui ne désire pas mettre ses enfants chez les assistantes maternelles, très clairement aujourd'hui, qui le disent dans l'étude, mais qui veulent exclusivement avoir un mode type multi-accueil tel qu'il est proposé. Et donc c'est pour répondre à ce besoin que nous créons cette extension de 10 places, puisque c'est vraiment un besoin très ciblé qui a été doublement ciblé sur la première partie dont je viens de vous faire l'écho, et la deuxième partie qui était des horaires, une amplitude horaire qui est étendue à partir de dès 7h du matin et jusqu'à 19h le soir. Et en effet, on a des assistantes maternelles sur la commune, 80 à peu près. Maintenant, toutes n'ont pas une largesse d'horaire aussi importante que ce que l'on propose ici. Et donc, ça dépend réellement des personnes, du choix du mode de garde. Et c'est pas pour 10 enfants que ça changera fondamentalement la face de la question. Et Sabrina a une réponse complémentaire peut-être. Madame la conseillère municipale déléguée en charge de la petite enfance, je vous donne la parole. Savoir que lors du diagnostic, lors des comités de pilotage, étaient présentes aussi des assistantes maternelles. Donc, elles ont participé à tout ce diagnostic petite enfance. Merci Sabrina. Tout ça est très complémentaire en fait. L'objectif c'est de marcher main dans la main. Certaines nous inquiètent fortement. Bien sûr, oui, c'est normal, bien sûr. Mais il y a
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ça. Oui, madame Bessel. Les extensions de places offrent effectivement beaucoup plus de souplesse pour les familles, étant donné leur heure d'ouverture, la plage d'ouverture. Et certaines assistantes maternelles ont des exigences, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas l'enfant avant telle heure. Pendant les vacances, elles imposent leurs vacances aux familles. Si les mamans travaillent tard le soir, elles n'acceptent pas forcément de travailler tard. Donc c'est vrai que, comme le dit Monsieur le maire et Madame Mercier, sont vraiment des modes d'accueil parfaitement complémentaires. Juillet, août aussi, où il y aura fermeture de, je crois que de mémoire, C'est 3 semaines. C'est toujours fermé. 3 semaines. 3 semaines, toujours fermé. Donc il n'y a pas de changement au niveau de les grandes vacances. Les agents ont le droit à des congés. D'autres questions? Alors, on met aux voix, une personne qui vote contre, qui s'abstiennent, unanimité, je vous remercie. Deuxième point, le jardin d'enfants, cette fois-ci, l'organisation et le fonctionnement. Suite au diagnostic petite enfance de décembre 2014, il a été décidé d'ouvrir une structure d'accueil de jeunes enfants innovante, c'est-à-dire un jardin d'enfants de 12 places, afin de proposer un choix de services adéquat à la population. Des travaux ont été réalisés, des achats de mobilier ainsi que le recrutement du personnel nécessaire ont été prévus. Le service sera opérationnel également le 1er septembre 2016. Il accueillera des enfants âgés de 2 à 4 ans non scolarisés ou scolarisés partiellement, du lundi au vendredi de 8h à 17h. Le personnel encadrant sera composé d'une éducatrice de jeunes enfants, directrice du service à 35 heures, d'une auxiliaire de puériculture à 28 heures et d'un agent d'animation à 35 heures. Le jardin d'enfants aura le même fonctionnement que le multi-accueil, sauf l'obligation pour la famille d'inscrire l'enfant au minimum 4 demi-journées par semaine. Sa spécificité se trouvant sur le plan pédagogique. Il proposera des activités innovantes et adaptées, comme des sorties, l'éveil à l'anglais, des rencontres passerelles avec les écoles maternelles de la commune, des arts plastiques, etc. L'autonomie de l'enfant sera privilégiée, ainsi que la socialisation. En partenariat avec la CAF, je vous propose de fixer la même tarification qu'au multi-accueil. Les tarifs horaires seraient calculés en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge pour chaque famille, avec une majoration de toujours 10% pour les enfants extérieurs à la commune. Je vous demande donc l'autorisation d'ouvrir un jardin d'enfants de 12 places et d'adopter le règlement de fonctionnement pour le bon fonctionnement de celui-ci. Alors, Monsieur Bouchel. Vous savez que je n'étais pas très favorable à l'implantation d'un jardin d'enfants. Je m'en souviens. Parce que je crois encore que la commune n'a pas à se substituer à l'État. Il y a l'éducation nationale et puis les communes. Question, est-ce que les services municipaux ont rédigé un budget prévisionnel des dépenses et des recettes pour le nouveau service qu'est le jardin d'éveil? Pourrait-on avoir une étude? Je vais voir un peu les taux de participation de la CAF et voir par rapport aux dépenses du personnel, puisque j'ai quand même constaté, nous en tant qu'enseignants, on a quand même 28 enfants seuls, 28-30 enfants en moyenne dans une classe. Là, on n'a que 12 enfants, c'est ça? 12 enfants. Et on doit être à disposition comme une directrice. Il y a après une personne qui s'occupe de la pédagogie, une personne agent d'entretien. Je ne suis pas contre, bien sûr, la création d'emplois, surtout en période de crise économique, mais il y a quand même un coût. Surtout, monsieur le maire, vous avez dit dans votre débat dans l'assemblée budgétaire que vous ne vouliez pas créer d'autres services qui auraient engendré des dépenses supplémentaires. Hormis l'extension du multi-accueil et la création du jardin d'enfants. Donc je vais quand même le coût. Compléter le... Le coût 50 ans, le coût, sachant qu'on a vu que la masse salariale quand même était déjà en 2015. Faites attention. Oui, non, mais ça, on peut vous le fournir. Et même, je répète, même en amont du conseil municipal, si vous avez besoin de documents supplémentaires, les services de la mairie sont à votre disposition. La fois dernière, j'ai posé une question aussi, je n'ai pas eu la réponse complète concernant la police municipale. Je n'ai pas eu le coût réel de la police municipale. J'ai posé une question, une analyse, un document, et je disais non, mais je ne les ai pas eu. On m'a voté en touche. Comment? Venez en mairie. Bon, d'accord, je vais nous rechercher. Pas de souci. Très bien. Vous êtes conseiller municipal, majorité opposition, tout le monde est logé à la même enseigne et accès aux documents à la même façon. C'est une très bonne chose. Sur la qualification, le nombre du personnel d'encadrement, c'est fixé par la je sais, allocation je familiale. sais. Voilà. Je sais. Et c'est effectivement en toute connaissance de cause que ça a été fait, puisqu'on l'a annoncé dès le départ. J'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. On est d'accord.
Madame Mercier. Merci d'en répondre gentiment à mon intervention. Je la connais. Allez, c'est un merci. Alors, donc déjà, pour qu'un projet soit viable, donc avec un budget prévisionnel qui tient la route, il y a un accompagnement de la conseillère thématique petite enfance de la Caisse d'allocation familiale. Et si ce projet n'était pas viable avec des budgets équilibrés, tout le subventionnement ne serait pas financé par la CAF. Et au niveau du fonctionnement, toutes les charges de fonctionnement sont à hauteur à jusqu'à 66%. 66%. Au niveau de la CAF. Je sais pas ça. Merci Madame Mercier. D'autres questions ou remarques sur ce point et la création, l'organisation et le fonctionnement du jardin d'enfants? C'est bon pour tout le monde. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, avant de la petite communication diverse, je désirais inclure une nouveauté dans le conseil municipal, qui est un point sur les subventions obtenues. C'est-à-dire qu'on voit régulièrement des demandes de subventions. Je me suis aperçu que je revenais rarement vers vous pour vous donner les retours des demandes de subventions et les subventions qui étaient accordées. Et donc, je vais donc vous faire lecture de ce qu'on a obtenu depuis le dernier conseil municipal. Donc, voici le point sur les subventions octroyées à la municipalité depuis notre dernier conseil municipal, c'est-à-dire en mars. On a le droit de tout on n'a pas besoin de voter. Oui, je peux vous le passer. De toute façon, ce sera dans le compte rendu. Donc les différentes subventions octroyées à la mairie, puis le dernier conseil municipal en mars, suite aux délibérations passées en conseil municipal. Alors, dans le cadre de la dotation d'équipement aux territoires ruraux, la DETR, l'État nous a accordé 3 686 € pour la clôture et la sécurisation de l'école des hautes communes, 34 200 € pour la réfection de la rue Jean-Bart, 14 100 € pour les trottoirs de l'avenue François Mitterrand. L'État également, dans le cadre du soutien à l'initiative publique locale, ce qu'on appelle le SIPL, nous a accordé 379 622,80 € pour la réfection de la place de l'Europe. De même, l'État, dans le cadre de l'appel à projet territoire à énergie positive pour une croissance verte, nous a octroyé 30 000 € pour la réalisation de l'aire de covoiturage et 47% de l'ensemble de nos futurs investissements pour le remplacement de l'éclairage public vétuste par des lampadaires durables, c'est-à-dire LED et détection de présence. Ce qui représente par exemple 13 000 € de subventions pour les impasses DM, 8 000 € de subventions pour l'allée des Hirondelles, etc., etc. S'agissant également de l'aire du covoiturage, le Conseil départemental du Pas-de-Calais nous a accordé hier en commission permanente 35 000 € pour sa réalisation. Par ailleurs, le Conseil départemental nous soutient également sur la rénovation de l'église des M2Marques pour la première tranche, à hauteur de 135 488 €. Le Conseil départemental accompagne, on l'a déjà dit, l'extension de la maison de la petite enfance pour 45 200 €. Et la CAF nous soutient également. 80% des travaux et de l'acquisition de mobilier, de jouets, d'équipements informatiques et de petits matériels pour cette extension seront subventionnés. D'autres dossiers sont également en cours d'instruction auprès de la CAF, comme vous avez pu le noter lors de ce conseil. De même, des dossiers sont aussi en cours auprès de la Fédération départementale d'électricité pour la rénovation de notre éclairage public et auprès du Conseil régional pour le développement d'actions touristiques. Voilà, pour faire un point sur les subventions obtenues, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Alors, les communications diverses, donc les travaux de voirie, donc rue Jean-Bart, vous avez pu constater que les travaux étaient terminés. Au M2Marques, les travaux sont quasiment terminés. Nous avons remplacé l'éclairage existant par de nouveaux candélabres à LED et on a abaissé la puissance et la détection de présence, on permet de faire ça. Hein. Reste à mettre en place des nouveaux candélabres à LED, impasse Surcouf et Friscourt, et l'approvisionnement est en cours pour les mâts. Le Fort Vert, les travaux sont terminés pour l'impasse du Phare, le chemin des Saladets et le chemin de l'école. Les miroirs seront posés pour faciliter la sortie des impasses courant juin. Sur la rue de Bretagne, les marchés de travaux ont été attribués pour la voirie, la mise en place de l'éclairage LED. Le démarrage des travaux est prévu durant l'été et devront se terminer fin septembre. Sur la rue des Cyprès, une consultation sera très prochainement faite auprès des riverains pour proposer un nouveau sens de circulation et valider un projet de réalisation de travaux de rénovation de la rue des Cyprès. Pour les travaux de bâtiment, la restauration de l'église Saint-Joseph DM, les travaux de couverture du clocher sont terminés. Une consultation a été lancée auprès de la population pour retenir un dessin pour la future rosace de l'église.
Pour la maison de la petite enfance, qu'on a vu aujourd'hui, sont mis en place les volets roulants extérieurs du jardin d'enfants et du multi-accueil ces derniers jours. Les travaux intérieurs réalisés par les services techniques sont en cours, peinture au vêtement sol, et devraient se terminer vers le 19 juin. En ce qui concerne l'aménagement extérieur et le terrain de football synthétique, le terrain sera inauguré le samedi 18 juin 2016 à 16h, avec un événement tout l'après-midi, différents matchs de football. Une rencontre a été faite avec les clubs de foot pour l'utilisation et l'équipement sera également et surtout mis à disposition de la population. Un planning hebdomadaire a été mis en place, consultable sur le site de la mairie, sera affiché sur panneaux sur le terrain synthétique toutes les semaines. En ce qui concerne les travaux en régie, les travaux de la serre à Calais sont terminés, le branchement d'eau potable par le CIRA et le raccordement au réseau d'assainissement sont en cours de réalisation. Le service fleurissement a déjà pris possession des lieux. En ce qui concerne les ALSH, on a transformé les sanitaires et on a mis en place des cloisons pour permettre l'accueil des enfants en bas âge. Les travaux sont terminés, l'agrément a été obtenu, ces travaux ont été entièrement réalisés par l'entreprise d'insertion ADSC. On a également créé une salle de danse au complexe Superseban en posant des parquets, et la pose est même terminée, y compris les plaintes et la pose des miroirs. Le montant total de cette opération est de 19 000 € TTC, c'est-à-dire 15 000 € pour les matériaux et un petit peu plus de 3 000 € pour la main-d'œuvre. Une visite des lieux sera faite avec les utilisateurs courant juin. On a réalisé un carport au service technique et l'ossature bois et la toiture ont été réalisés par les ADSC. À la Maison de la Nature et de l'Environnement, la réalisation d'enclos pour les animaux à proximité du Berck est en cours. Un nouvel escalier a été réalisé par l'entreprise du Tilleul pour accéder à l'étage et permettre l'accueil de groupe, ce qui n'était pas possible auparavant, puisque l'escalier était trop pentu. C'était trop dangereux. Alors, en ce qui concerne l'étude du projet Place de l'Europe, le scénario 1 a été retenu, les levées topographiques ont été réalisées, l'entreprise pour les sondages de sol a été également retenue, ceux-ci seront réalisés durant l'été. Une consultation pour retenir un maître d'œuvre sera lancée courant juin pour la première phase de travaux pour le réaménagement de la rue Victor Hugo, et les travaux devraient démarrer au printemps 2017. Les autres études, pour le PLU par exemple, le diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d'agriculture, le cabinet Verdi a démarré le plan d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD. On va également lancer dans les prochains jours une révision simplifiée du PLU pour permettre la réalisation de l'aire de covoiturage à proximité de l'avenue François Mitterrand. En ce qui concerne le déménagement de la ludothèque et du centre social et culturel, certains d'entre vous l'ont vu dans la presse ce qui allait se passer, mais je vous fais un résumé. La restructuration de la ferme des Aigrettes est aujourd'hui engagée. Elle vise à optimiser l'utilisation de ces locaux qui étaient largement sous-occupés à hauteur de 2/3 d'espace vide, à rationaliser donc son coût et surtout à accroître sa fréquentation. Si la ferme gardera sa vocation de maison de la nature et de l'environnement, avec la présence d'animaux, mais aussi et surtout le maintien d'animations, d'ateliers, d'accueil de groupes sur ces thématiques, l'utilisation des locaux sera renforcée avec l'arrivée sur ce site des centres de loisirs, de la ludothèque et du centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau. Les animaux de la ferme seront toujours présents, mais seront déplacés vers les espaces extérieurs de l'équipement. Un chemin sera alors réalisé permettant au public de se promener le long des enclos, et ce librement, même en dehors des périodes d'ouverture du bâtiment. Les anciens enclos ainsi que de nombreux locaux sous-utilisés seront transformés par les ouvriers des services techniques afin d'y accueillir ces nouveaux services. La ludothèque, quant à elle, sera transférée à la ferme, permettant de proposer aux familles, aux enfants de nombreuses activités ludiques. Ce déménagement permettra d'ailleurs d'accroître les locaux affectés à la petite enfance à Verdun, mais aussi d'améliorer l'accueil et les actions du relais d'assistante maternelle, tout en développant un lieu d'accueil parents-enfants avec l'aide du centre social et culturel et le soutien de la CAF. Les activités du centre social et culturel, à l'exception de celles qui sont aujourd'hui proposées dans la maison de quartier, intégreront la ferme. C'est à la fois l'administration du centre, mais aussi son cybercentre, son espace emploi, son espace jeune, qui pourront bénéficier d'espaces plus importants et surtout plus conviviaux. Le centre pourra se partager des locaux d'activité et d'exposition avec la Maison de la Nature et de l'Environnement, mais aussi les centres de loisirs. Un espace séminaire sera également créé afin de permettre l'accueil de réunions et de groupes tout en diversifiant l'activité
de l'estaminet. Sur la fibre optique. Pour votre information, et j'ai calé ça vendredi avec SFR Numérical, 98% de la ville de Marcq sera fibrée entre les mois de décembre 2016 et les mois de mai 2017.